Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis en train de me demander si, au lieu de cette émission hautement intellectuelle, informative, sur l'actualité, sur l'économie, sur les événements économiques, politiques et sociaux, on ne devrait pas faire une émission de blagues. Parce que pendant une demi-heure avant l'émission, avec surtout des comparses comme Michel Bonchy et Majo, je suis sûr que si vous aviez à choisir, vous auriez cliqué sur blague. Bon, on va quand même faire l'émission parce que le cœur, c'est une émission sérieuse. Petit exercice. Est-ce que vous avez reçu, tu étais très occupé, mais le mail que vous avez écrit en charabia pour Monsieur Tout-le-Monde, qu'on fasse un exercice de traduction. Ouais. La BCE baisse son taux directeur à un niveau historique à 0,15%. La Banque Centrale Européenne a porté en territoire négatif son taux de dépôt à moins 0,10%, une mesure inédite pour une grande banque centrale. Alors moi, je suis ici, je regarde ça et je dis « Ah, c'est du chinois !» Mais pour de fins économistes comme vous allez nous dire ce que ça veut dire. Enfin, ça veut dire que depuis plusieurs mois, malgré les dénégations de Mario Draghi, oui. La crainte... Tu nous dis qui est Mario Draghi, qui est le président de la BCE, la Banque Centrale Européenne. La crainte... La Banque Centrale qui est la Banque Européenne. Oui, la Banque Centrale qui est la Banque de l'Union Européenne, et qui veille jalousement à la question de l'inflation et qui ne s'occupe pas de la croissance de l'emploi, contrairement à l'inflation qui est l'augmentation frénétique des prix. Et contrairement d'ailleurs à deux autres institutions au moins, mais il y en a plusieurs, qui, notamment la Fed, la Federal Reserve Bank, qui est l'équivalent, la Banque centrale des États-Unis, ou la BOE, la Banque de l'Angleterre, la Banque centrale de l'Angleterre, et aussi la Banque du Japon, qui, elles, ont dans leurs préoccupations la question de la croissance de l'emploi. Alors, cette banque a nié depuis des mois qu'on serait en territoire de déflation. C'est ça le problème. C'est-à-dire, un État où les prix sont tellement bas que les salaires baissent, que l'économie meurt, et puis qu'on va maigrir, et puis qu'on mort, quoi. C'est ça, hein. Alors, historiquement, c'est un phénomène qui s'est produit dans les années 30. Crise économique. Bon, depuis, on estime, grosso modo, qu'on est avec un taux d'inflation annuel qui est inférieur à 0,7%. Ouais, on est à 0,5 en moyenne. 0,5 en moyenne, eh bien, il y a un risque d'enchaînement négatif. Et d'ailleurs... Attends, ça veut dire, pour que les gens comprennent bien, ça veut dire qu'il ne faut pas toujours être content, très content de voir les prix baisser. Non, c'est une catastrophe. Quand les prix baissent, c'est une catastrophe. Alors, en deux mots, hein, après je te repasse. Quand les prix baissent, les gens, il y a le premier impact, ce que Michel disait, une suite de catastrophes en fait, d'enchaînements malheureux. Le premier enchaînement, c'est quand les prix baissent, les gens disent, bon, comme le prix a baissé, je peux acheter actuellement, puisque je peux attendre qu'il baisse plus bas. Ouais. Donc, quand tu attends pour acheter, tu ne consommes pas. Donc, tu bloques l'économie. Donc, les entreprises ne vendent pas. Quand elles ne vendent pas, certaines d'entre elles font faillite, d'autres licencient. Quand tu licencies, le type, il perd son salaire, donc il ne consomme pas. Donc, tu augmentes la non-consommation. Et au bout, eh ben, il y a encore moins d'entreprises, il y a encore plus de chômeurs, et c'est parti. Voilà. Donc, la déflation a un effet mécanique très étonnant, mais réel, de catastrophe économique. Il ne faut pas confondre la déflation et la désinflation. La désinflation, qui a été la politique de la BCE ces dernières années d'ailleurs, c'est de faire en sorte que l'inflation ne soit pas supérieure au taux de croissance du produit intérieur brut. Ce que les nations, ce que les États, ce que les produits fabriquent et font. Leur puissance, leur richesse. Un des effets négatifs néanmoins de cette politique de désinflation compétitive, c'est d'abaisser les taux d'intérêt réels et de faire en sorte que les créanciers, les rentiers, ceux qui ne se cassent pas la tête pour investir, gagnent de l'argent en dormant, comme dirait le président Mitterrand. Donc voilà, en fait, c'est très important ce que vient de faire la BCE, ce qu'on appelle un territoire négatif. En fait, qu'est-ce qui se passait? Ils créent de la monnaie, cette monnaie, ils la prêtent aux banques, les banques prennent cet argent et reviennent le placer à la banque qui leur a donné de l'argent. C'est complètement scandaleux, puisque théoriquement, l'argent qu'on leur prête, c'est pour les entreprises, pour l'économie. Donc, en rendant le taux d'intérêt négatif, c'est-à-dire que quand tu mets 1000 €, quand c'est à moins 1%, tu perds de l'argent. Donc, ça oblige, ça contraint les banques à donner ça à l'économie et faire marcher le business. Voilà. C'est une mesure technique, mais
ça impacte tout le monde de manière quotidienne. C'est-à-dire que les banques, au lieu de tricher sur l'argent très peu cher qu'on leur donne, elles vont pouvoir le remettre dans l'économie. Parce que les banques avaient oublié leur rôle, qui était de financer l'économie et non pas de gagner de l'argent de manière démesurée. Grâce à l'économie. Grâce à la tête de l'économie. Voilà. Attendu que l'économie, c'est nous. C'est toi, c'est moi. Alors, ceci dit, est-ce que c'est suffisant pour faire repartir l'économie dans un contexte de stagnation, voire de baisse du pouvoir d'achat, et donc de stagnation de la demande? Est-ce que c'est suffisant pour pouvoir inciter notamment les PME à amener de l'argent pour les PME, auxquels il est reconnu que ces banques-là ne s'intéressent pas du tout? Or, c'est le tissu essentiel. Est-ce que c'est suffisant alors que dans le même temps, on va baisser les crédits, les dotations aux collectivités locales qui alimentent le tissu économique des PME? Bon, tout ça, c'est un débat économique global. En fait, ce qui est intéressant dans toutes ces questions qu'on traite de temps en temps, c'est d'expliquer aux gens pourquoi ça ne fonctionne pas. Et en fait, la vraie question est de savoir si il fallait faire cette opération, ce que le gouvernement français fait, mais que d'autres gouvernements européens font actuellement, cette opération de épuration de l'économie, quoi. C'est-à-dire réduction des déficits, réduction de l'endettement. Est-ce qu'il faut faire ça pendant qu'on est malade ou est-ce qu'il faut faire ça pendant qu'on va bien? Or, la question s'est posée et le choix qui a été fait, c'est de dire ce qui nous a conduit à cette situation, c'est le fait de vivre au-dessus de nos moyens, c'est-à-dire d'être hyper endetté, etc. Donc on ne va pas guérir en aggravant le mal. Or, cet audit, ce diagnostic n'est peut-être pas bon. Il n'est sans doute pas bon. Alors, autrement dit, ce que tu dis, c'est que le traitement va tuer le malade. Il a déjà tué quelques malades. C'est ce que disait Molière. C'est-à-dire que nous risquons de mourir guéris. Voilà. Ok. Bon, on va. Alors, je voudrais, puisque laisser l'économie. J'avais prévu justement de parler d'une étude qui vient de sortir, c'est l'étude du collectif pour l'audit de la dette publique, le collectif citoyen pour l'audit qui vient de sortir un rapport que je signale, qu'on peut trouver sur Attaque France, et qui dit en gros ceci. Alors, ils ont fait une étude sur une trentaine d'années. Alors, il y a parmi les auteurs de l'étude quand même des économistes de renom, Michel Husson, Henri Sterdignac, qui est de l'EFCE, qui est aussi en même temps, qui a depuis quelque temps s'est engagé politiquement dans les économistes atterrés, etc. Bon, alors, ce collectif a entrepris de faire une audit de la dette citoyenne. Alors, leur document, rapport qui fait une quarantaine de pages, vient de sortir il y a quelques jours, et il dit ceci, en gros, sur la dette française, qui est de l'ordre de 1950 milliards d'euros, sur 1950 milliards, il y aurait 1077 milliards d'euros qui seraient illégitimes, pour deux raisons. Un, parce que les taux d'intérêt, précisément, avec la politique de désinflation compétitive depuis les années 90, étaient trop élevés, et il y a eu ce qu'on appelle un effet boule de neige, ça c'est dans le temps. Ça se comprend. Bon. Et puis deuxièmement, parce que, comme l'État s'est désengagé et a baissé, il y a eu une concurrence, il y a eu un dumping fiscal, on a baissé artificiellement le niveau des recettes. Par exemple, l'impôt sur le revenu, la tranche était à 65%, elle est descendue il y a à peu près 15 ans, on est descendu à 65%. Donc, c'est le niveau des retraites et le niveau des recettes a baissé, ce qui expliquerait que, selon cette théorie, qu'une grande partie on est à peu près à un taux de dette. On l'évalue par rapport au produit intérieur brut. On est à 90% en gros en France. Eh bien, si on tient compte de cela, l'endettement ne serait plus
de 43%. Si ce diagnostic est vrai, ça invalide les politiques d'austérité qui consistent à vouloir faire 50 milliards d'économies à trop prix, notamment, et 11 milliards d'économies pour les collectivités locales. Ça voudrait dire que comme l'expert comptable adroit, habile, qui peut vous présenter un budget, un bilan, différent, il ne peut pas aller plus très loin. Ouais. C'est possible en matière de finances budgétaires, de compte public. Bien sûr, la preuve et l'illustration parfaite, c'est la Grèce. La Grèce est arrivée grâce à une banque qu'on a déjà étriée ici, Goldman Sachs, est arrivée avec des comptes qu'elle a remises à l'Union européenne et notamment à Eurostat, qui contrôlait pour savoir est-ce que, grosso modo, la Grèce allait bien pour pouvoir entrer dans l'euro. Mais les comptes étaient bidons. Ils étaient mais pas bidons, à peu près. Hein. Mais complètement C'était des centaines de milliards d'euros de différence. Et donc, un État peut arriver à couillonner. À tricher. N'importe qui. Et à se couillonner lui-même. Messieurs, nous sommes dans l'initié, pas vous, on ne va pas commettre le délit d'initié. Mais les gens, ils suivent. De ce qu'ils me disent, ils aiment. Oui. Mais à dose homéopathique. Oui, pas trop. Allons sur des choses plus factuelles dont qu'on parle toute la journée. On va parler de Big Malion et le système, plus c'est pas comprendre, de la fausse facturation qui porte sur des sommes colossales, qui fait que l'UMP est en train d'imploser, parce qu'il faut que les gens comprennent. Alors, je commence et... Oui, tu commences. On m'a dit que je parle trop. Je serai très silencieux. Bon, Big Malion, c'est une société de communication dont les dirigeants sont les potes de Jean-François Copé. Enfin, on va dire étaient les potes de Jean-François Copé. Puisqu'ils ont mis dans une situation très difficile. Avec des satellites autour. Hein. Ah oui. Avec des sociétés satellites. C'est un truc dingue. C'est un truc dingue. L'idée, c'est quoi? C'est... Nicolas Sarkozy a besoin de gagner l'élection, coûte que coûte. Parce qu'il y a trop de choses derrière. S'il perd l'élection, ça va être catastrophique. Trop de terrain en jeu. Les sondages montrent qu'il est... c'est difficile et il faut garder un certain nombre de secrets. Donc, il met le paquet en communication et il va largement au-delà de ce qui est prévu au budget. D'une campagne présidentielle. Voilà. Mais l'UMP a de l'argent. L'UMP, c'est un parti riche et il semblerait, donc employons le conditionnel, il semblerait, mais bon, comme les gens qui sont présumés coupables ont dit que c'est vrai, on peut dire pas beaucoup. Voilà, on peut difficilement se tromper. On peut y aller. En clair. Je m'occuperai de ton cas. Je vais faire comme Mike Hirst. En m'occupant du mien d'abord. Oui, d'abord. Fais attention à toi. Fais attention à toi parce qu'on ne sait pas à quel titre tu parles, bien évidemment. Bon, alors, l'UMP dit à Big Malion, écoutez, au lieu de facturer le candidat Sarkozy, facturer le parti. Faites une ventilation, quoi. Ouais. Couper la poire en deux, donnez-moi. En trichant sur l'intitulé de la facture. C'est pas une facture de location de salle pour Nicolas Sarkozy, c'est une facture de location de salle pour Tissonson à Nice. Ouais. Fausse facture, mais pour des montants colossaux. C'est pas 500 000 euros, hein. C'est 26 millions d'euros. Ça, c'est grave. Mais bon, ce qui est plus grave, c'est qu'une fois que les gens qui maîtrisent la situation, c'est-à-dire les gens, par exemple, qui valident les comptes de campagne, disent « Je ne valide pas les comptes de campagne de M. Nicolas Sarkozy, Conseil constitutionnel. Dit « Non. » Non. Malgré tout ça. Ouais, malgré toutes les triches. Tout ça, vous avez réussi à dépasser la là de 200 000 euros. Ouais. Bon. Ça, et là, on se dit... Pétrifié. Ça fait déjà 11 millions. Et si on rajoute les 26 millions, le type s'est payé une campagne à 36 millions d'euros. Donc, imagine la campagne, pour échouer. Donc, il faut déjà rembourser les 11 millions. Mais ce qu'on est en train de se demander, c'est si les 11 millions ne sont pas la conséquence finale des 26. Parce que quand tu dépasses, tu entraînes des frais complémentaires. Or, ce qui est gravissime, et ça, c'est la peine la plus lourde, c'est toi le spécialiste, c'est appel, je ne sais pas comment... On appelle ça vraiment, mais l'appel, on va dire, frauduleux à l'épargne publique, à l'argent public. Ah, c'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie. Non, mais ça va plus loin, parce que ça, c'est monsieur tout le monde qui a mis de l'argent, et c'est l'une... Là, c'est beaucoup... Il y a des circonstances aggravantes. Alors, d'après ce que nous lisions dans la presse, parce que nous sommes d'abord là pour lire la presse, la première escroquerie fausse facture, on va à 5 ans.
Mais quand on fait, dans ce cadre-là, appel au public, c'est 10 ans. La peine est doublée. Et puis les montants d'amende sont triplés, quadruplés. Donc voilà l'affaire. Et je ne parle pas de séquences politiques, oui. on passe avant. Non, il est clair que après bien des hésitations, dans la République française, on a voulu limiter les dépenses de campagne pour rétablir, autant que faire se peut, un semblant d'égalité entre les candidats. Et comme l'a dit Edith tout à l'heure, malgré tout, le MP est un parti très riche, et beaucoup plus riche que ses concurrents. Ce que ça révèle quand même, c'est que l'establishment a un argent considérable et qu'il y avait probablement des intérêts considérables à défendre. Et puis surtout, ça montre que dans cette organisation, les questions d'intérêt de personnes, les questions sont exacerbées à un point qu'il n'y a plus beaucoup d'empathie. Je crois qu'on va parler de ce qui se passe en Martinique. Moi, ce qui me frappe, c'est quand on voit les termes qui sont utilisés entre deux personnes qui sont censées être des compagnons, parce que l'UMP, c'est l'héritier du courant gaulliste. Ouais. On ne dit pas camarade, on dit compagnon. De la résistance, du de la résistance, etc. Bon, c'est ça qui... Et quelque part, c'est cette perception de cette forme de politique qui explique le score de Marine Le Pen en particulier. Certainement. Et aussi l'abstention. C'est-à-dire que ce parti-là, en dehors de l'aspect partisan qu'on peut avoir, il joue contre la République. Ces choses-là, et à mon avis, c'est une forme de décomposition politique de la société française. Tu crois qu'on en doute? Enfin, tu veux nous convaincre? Non, mais je m'adresse... J'ai pas très bien compris ton plan, là. Non, je m'adresse à nos auditeurs parce que je crois que ma thèse, c'est que nous vivons quelque chose qui est analogue à ce qui s'est passé dans les années 30. Très certainement, sur le plan économique. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un lien entre ce qu'on a traité avant, cette déflation, années 30. Absolument. Corruption des partis politiques, années 30, on a vu ce que ça a donné. Décomposition, ouais. Montée de Le Pen. Montée des extrêmes droites, des fascistes. Et puis guerre. Ouais. Et puis guerre. Et par la voie des urnes. Oui. Ce ne sont pas les fascismes des années 30. Se sont installés démocratiquement. Alors, avec quand même des méthodes, on a un sujet qui vient après, avec des méthodes quand même un peu viriles. Notamment, puisqu'on va parler tout à l'heure du fichage des journalistes, etc. Ouais, bon, attention. Alors, l'avocat de Big Balion, Patrick Maisonneuve, il a confirmé, il n'est pas fou. Un cadre de Big Balion a confirmé, parce que c'est chaud. Oui. Le coût réel des meetings facturés par Event et compagnie, parce que je vous ai expliqué, qu'il y avait des satellites tout autour, c'était une véritable organisation, a été de 19 millions d'euros, donc 14 millions imputés à l'UMP par le biais notamment de factures fictives, confirmé par un cadre de Big Balion, je l'ai déjà dit. Mais la défense est la suivante, je trouve ça vraiment gros. Il n'y a eu ni sous-facturation, ni rétrocommission, ni enrichissement personnel, à marteler mon confrère, Maître Patrick Maisonneuve. Ils sont terribles, les avocats. Il n'y a eu ni sous-facturation, ni rétrocommission, ni enrichissement personnel. Je ne peux pas dire de bêtises. Nous bleus blancs, nous pas fait rien, nous la Big Balion, nous pas fait rien. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que ça aurait été terrible s'il y avait fausse facture, plus surfacturation, plus enrichissement personnel, etc. C'est déjà grave. On n'a pas encore trouvé la C'est déjà grave. On n'a pas encore trouvé la chose honnête. Les services auxquels appartenait Michel sont en train de faire des comparaisons, de voir. Alors, ce n'est pas exclu. C'est pour ça qu'il y a peut-être eu des négociations. C'est que peut-être aussi que dans ce mécanisme, il y a quelques petits malins qui en ont profité pour en mettre de côté. Peut-être. Alors la sortie de crise, c'est la démission contrainte de Copé qui fanfaronnait, et puis un triumvirat qui s'installa jusqu'au Congrès. Et puis tout de suite, ce dont tu parlais, les compagnons qui disent « Ouais, mais c'est pas statutaire, ça. C'est pas dans les statuts. Qu'est-ce qu'ils font là ?» Alors ça se bat, on s'y perd entre les sarkozystes, enfin tous les gens qui peuvent s'opposer à ce triumvirat qui, à l'évidence, est composé pour l'instant au moins de deux candidats potentiels. Nulle part dans les statuts, on voit ça n'existe pas, le triumvirat. Alors le plus juridique semblerait, de ce que j'ai lu, ça serait quand même la désignation du vice-président par intérim pour tenir les rênes jusqu'au prochain congrès. Oui, mais en filigrane
derrière tout ça, pour nos téléspectateurs, il y a quelque chose de désastreux pour l'UMP, qui est l'élection présidentielle de 2017. Malgré toutes les catastrophes enregistrées sur le plan médiatique et sur le plan électoral. C'est ma précédée, c'était la prochaine question. D'après votre vécu, comment les Français vont réagir? Alors vas-y, donc je vais poser la question. Malgré donc tous ces revers de François Hollande, quand on fait des projections, les deux personnes qui arrivent au deuxième tour de l'élection de 2017, c'est François Hollande ou un éventuel candidat Marine Le Pen. Socialiste et Marine Le Pen. Donc l'UMP aujourd'hui est disqualifiée. Et évidemment, c'est catastrophique pour eux de penser qu'on va se retaper 5 années de socialisme. Et enfin, tu appelles ça socialisme? Enfin bon, socialisme proclamé. Mais ça veut rien dire. Socialisme autoproclamé. Bon, on va pas jouer sur les mots. Oui. Mais c'est ça, occupons-nous de cette histoire de l'UMP. Et quand les candidats déclarés, parce qu'ils sont très nombreux, disent on veut éviter une totale catastrophe. Moi j'aimerais ici traduire pour les gens qui nous écoutent la totale catastrophe. Ce serait quoi la totale catastrophe? Ce serait la chose suivante. On ne fait pas de primaire à l'UMP, c'est-à-dire on ne fait pas un vote démocratique pour savoir qui va représenter l'UMP. On prend le candidat naturel. On prend le candidat naturel, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy, et quelqu'un d'autre qui fait sécession et qui va bien évidemment chercher à barrer la route. Alors ce que je dis là, c'est pas une invention. Fillon vient de dire, si on élimine les primaires, le premier tour servira de primaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je te mettais Sarkozy là, mon candidat, quoi qu'il arrive, je suis candidat. Et en clair, on ne fait que multiplier les chances de l'UMP de ne pas être au deuxième tour. Donc, il y a un type qui est super tranquille. Regardez-le, vous pouvez le mettre à 8%, à 5%, il est tranquille. Il s'appelle François Hollande. Alors, c'est le calcul que fait le PS, c'est le calcul que fait l'entourage de François Hollande, mais c'est un calcul qui est éminemment dangereux pour la gauche. Et c'est pour ça que, dès le lendemain de l'élection européenne, il a dit « je continue, je ne change pas d'un iota ». Il n'a tiré aucune leçon du fait que, pour la première fois en France, un parti d'extrême droite, populo-fascisant, populiste, est arrivé en tête d'une élection nationale. Alors on se dit oui, mais il n'est pas implanté localement, c'est donc pas le premier parti de France. Ça, c'est pour minimiser la situation. Deuxièmement, que le parti de la droite républicaine, qui était aux alentours de 29-30%, est aux alentours de 20%. Et puis surtout, que le Parti socialiste a un score historiquement bas aux alentours de 15%. Mais est-ce que c'est figé, ça? Alors, en plus, il n'y a plus de réserve à gauche, puisque, pour toutes sortes de raisons, le front de gauche, tout ce qu'il a pu faire, c'est limiter la casse, augmenter légèrement son score à 6,5% contre 6,1% la fois précédente. Donc on n'a pas assisté à ce qui s'est passé en Grèce, où la situation de crise a permis à la gauche radicale quand même de supplanter Obdoré. Les Grecs vont toujours nous étonner, quoi. Dans tous les pays où il y a de la crise, c'est l'extrême droite qui gagne l'élection. Là, c'est la gauche radicale qui gagne l'élection. Mais bon, on a vu ce que l'extrême droite représentait en Grèce, et une bonne partie des types sont en prison aujourd'hui parce qu'on sait que ce sont des fascistes, des racistes et puis des criminels, puisqu'ils ont tué. Oui, mais ils sont quand même passés de 7%, même s'ils n'ont pas gagné, ils sont passés de 7% à 9%. Oui. C'est-à-dire que c'est pas rien quand même. Oui, mais bon, on est loin du score de 25%. Alors, vous ne voulez pas répondre à ma question. Est-ce qu'on peut considérer que les choses sont figées? Parce que quand on voit là... Quand tu parles des choses, c'est-à-dire qu'un UMP qui va vers l'implosion, et puis une radicalité des sarkozystes et des copéistes prêts à aller jusqu'au bout, plutôt que de... L'idée de François Hollande est la suivante. Elle est claire. Il ne va pas faire l'erreur de Sarkozy, qui a été d'attaquer trop tôt Dominique Strauss-Kahn,
Il aurait fallu attendre le plus longtemps possible que Dominique Strauss-Kahn s'installe comme candidat face à Nicolas Sarkozy pour lui sortir ses dossiers. Ce que François Hollande va faire, très tranquillement, c'est attendre le plus longtemps possible que Nicolas Sarkozy s'installe. Et quand il s'installe, la justice il lui sort ses dossiers. La justice va commencer à travailler. Et c'est pour ça que Nicolas Sarkozy... tapis et autres. Voilà. Et c'est pour ça que Nicolas Sarkozy se dit... Il faut que je revienne le plus tôt possible pour que les gens oublient que j'ai des affaires. Et c'est pour ça qu'il faut laisser quelqu'un de solide comme Madame Taubira qui commence à avoir une cuirasse épaisse. Qui a tous les dossiers. Ouais. Qui a tous les dossiers. On fait ça, c'est un problème. Bon, alors, on fait un petit tour sur le plan local. C'est plutôt folklorique ce qui se passe ici. Bon, il faut quand même qu'on en parle. C'est le président du comité départemental de la fédération UMP, Gabriel Lagancourt, qui jette l'éponge, quoi. Attaqué de toutes parts et qui dit bon, moi la politique c'est pas ça et je m'en vais. Alors première question, est-ce qu'il ne savait pas que la politique c'était ça, être attaqué d'abord de l'intérieur et puis ensuite être attaqué par ses ennemis? Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté innocent? Laisse Michel s'exprimer d'abord. Moi j'ai lu quand même quelques morceaux choisis de M. Jouan Godou. C'est quand même pas des critiques même vives, faites sur un ton avec un vocabulaire comme acceptable dans une même formation politique quand même. C'est sévère. C'est même ordurier. Est-ce qu'il en est réellement l'auteur? Ah, je ne sais pas. Mais en tout cas... Bon, il est le signataire. Le signataire. Ouais. Bon, d'abord. Ah. Bon. Enfin, il a su, donc moi je comprends personnellement que sur le plan humain, que quelqu'un qui accepte de prendre des responsabilités dise... Si on me traite de tous les noms de cette manière-là, bon, moi je ne vais pas reprendre les termes, mais je me retire. Bon, puis la deuxième question, c'est une question qui revient, qui est récurrente dans ces partis-là, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Je rentre dans une formation parce que je veux avoir un poste. Je n'ai pas milité, je n'ai jamais distribué de ça, je n'ai jamais vendu un journal dans la rue. Je veux être candidat et je veux tout de suite être élu et mis sur une liste en position éligible. Oui, parce que j'ai du charisme, j'ai des diplômes. Moi, parce que je suis jeune. Ouais. Le jeunisme. Je suis jeune. Ou d'autres, c'est parce que j'ai tel sexe. Bon, c'est quand même un peu facile. C'est quand même un peu facile. Alors, il y a des partis ont fait ces classes pendant des années. Oui, Michel, on a compris. Laissez-moi vous citer, monsieur Lagancourt, qui m'a touché. Je suis devenu, pour une poignée de sympathisants et de 10 militants, ils les appellent les 10 militants du parti, la cible. Ils ne sont pas 10, il n'y en a pas 10. De ceux que l'on dit être que des militants, des ITS. La cible privilégiée d'un harcèlement médiatique sordidement calculé, catapultant pour entretenir leur buzz sur les réseaux sociaux, des confettis d'amalgames et de mensonges pernicieux. Bon, il n'est pas injurieux, mais il ne va pas remplir que de la cuillère, comme tu dis, c'est un homme blessé. Non, mais au-delà, ce qui est intéressant, c'est, et je pense qu'ici, je pense qu'on contribue un peu à ça, c'est de dire aux gens... Décryptons. Décryptons. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Pourquoi le combat qu'il menait, est-ce qu'il a gagné? Alors c'était quoi le combat qu'il était venu mener? Les éléments sont à peu près clairs parce que les enjeux sont la survie d'une expression politique de droite ou la disparition d'une expression politique de droite sur un objectif qui est simple, c'est est-ce que, oui ou non, il y aura des gens de droite à la collectivité territoriale de Martinique? Voilà. Et s'il y a des gens de droite, ils viendront d'où? De quelle section? Puisque, comme on le sait, la Martinique, alors... Et comme mathématiquement, il y en aura entre 1 et 3, et pas plus, vous pouvez prendre l'étude dans tous les sens, qui seront ces 3 personnes? En serais-je? Alors, ce sera soit 2 hommes et une femme, soit 2 femmes et un homme. Et si c'est 2 femmes et un homme, qui sont les femmes? Qui sera l'homme? C'est ce que tu disais. C'est d'abord ça, une question de personne. Au-delà de ça, si on veut plus de gens de droite, qu'est-ce qu'on fait? L'autre solution, c'est quoi? C'est de s'allier avec l'une ou l'autre des grandes familles. Donc, la vraie question, et c'est important, c'est des questions stratégiques. Alors, ça prend cette forme-là qui est un peu vulgaire, mais c'est des questions stratégiques. Est-ce qu'on y va tous ensemble pour espérer faire 3? Et puis, qui on met? Est-ce qu'on met les vieux ou est-ce qu'on met les jeunes?
Première question. Mais à propos des vieux, tu sais ce qu'il avait dit lorsqu'il a commencé, quoi, qu'il faut chasser les has-been, voilà comment il appelle l'aventure. Bon. Ça ne facilite pas après les... Et c'est ça qu'on lui reproche principalement. Mais oui, mais d'empêcher cette union des... Sans l'aventure et sans Dédé Le Sieur, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas 3. C'est pas possible, ok? Parce qu'il leur faut ces voix-là pour avoir les 3 en question. Prenons l'autre solution. Là, on va s'allier. Tu imagines le truc? On va s'allier. Mais ça a déjà commencé. Quand on regarde les élections dans le Sud, il y a eu des gens du camp de droite qui ont soutenu M. Larcher. Oui. D'ailleurs, l'un des reproches majeurs qui est fait, c'est de dire que le secrétaire départemental de l'UMP a voté pour un autonomiste et non pas pour Dédé Le Sieur. Et le secrétaire général de l'UMP dans sa commune a bénéficié d'une coalition du MIM au PPM. Au PPM. Bon. Ça c'est d'un côté, donc le choix MIM-RDM. Et puis dans le Nord, c'est plutôt un choix Martinique Nouvelle, puisque M. Bonté est un homme de droite. M. Bonté a été élu président de l'association des maires avec le soutien appuyé du PPM, Ensemble pour une Martinique Nouvelle, et a été candidat à la présidence du syndicat des communes du Nord-Atlantique, soutenu par... donc, les gens de droite, soit ils vont et ils font 3 sièges, soit s'ils veulent beaucoup plus présents, ils s'allient. Donc, ce qu'on va dire là est terrible, mais si il n'y a que ça comme choix, comme alternative, ils disparaissent. Il faut survivre. Ils vont se battre comme des chiffonniers pour exister. Est-ce que c'est ça la seule solution? Est-ce qu'il n'y a pas une renaissance, un travail de terrain qui va prendre peut-être trop tard. Tu dis trop tard. Non, tu vas rattraper. Non, mais fixons-nous les objectifs à plus loin. Tu t'es laissé manger par les partis autonomistes de gauche. Sur l'horizon, effectivement, que prend Eddy sur la question de la collectivité unique, je pense qu'effectivement, c'est cuit. Les carottes sont cuites. C'est peut-être cuit, en tout cas. Non, mais j'attire quand même l'attention, c'est que ce n'est pas la première fois dans l'histoire politique de la Martinique, comme tu disais tout à l'heure, qu'un courant politique n'est pas une expression organisationnelle. Oui, tout à fait. C'est à un moment donné le Parti socialiste, à l'époque de l'ULR. On a connu la fameuse variété qui s'appelait les socialistes gaullistes. Les socialistes étaient fondés dans l'ULR. Tu parles des Banguidor, de tous ces gens-là Jean-Baptiste Edmond, etc. Tous les types qui avaient à dire à un moment donné au PPM. Et qui ont laissé. Donc, mais le courant socialiste existe en Martinique depuis la Bosnie. Bon, il existe. Bon, de la même manière, il y a un courant conservateur, de droite. Donc, ce courant de conservateur, il faudra bien qu'il s'exprime d'une manière ou d'une autre. Ou alors, je reviens à ma thèse, il risque d'être phagocyté par un courant radical d'extrême droite, parce que c'est quand même, dans tout l'outre-mer, Marine Le Pen fait 10%. Oui. Mais je le sens pas. Relativisons quand même. Oui, en pourcentage, c'est quand même élevé. En termes de nombre de voix, le nombre de voix, c'est pas le nombre de voix, c'est faible. Oui, quand tu compares au nombre de... Mais bon, il y a un vrai souci de légitimité, d'expression démocratique. Il y a des gens ici qui ne sont pas de gauche, qui n'aiment pas la gauche, qui n'aiment pas les idées de la gauche, et là, ils n'auront pas de candidat. Voilà. Ils n'auront pas de liste. Tout à fait. Bon, alors glissando. Ou alors ils auront 50 listes, quoi. Oui. Alors un peu plus que mieux. À quelles élections? Ça sert à rien. Le MIM appelle à l'unité avec le RDM. On est bien d'accord. Le MIM appelle à l'unité avec le RDM. Les militants du MIM qui étaient vendredi soir, c'était vendredi dernier, aux Anses d'Arlé, ont applaudi l'appel à l'unité politique avec le RDM lancé par Alfred Marie-Jeanne. Bon, quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est un non-événement. Quand lisant mieux cet article de notre ami Gabriel Gallion, qui n'a pas participé à l'émission, qui ne pouvait pas y participer, mais elle a été annulée parce que j'étais épuisé, puis parce qu'ils n'étaient pas assez nombreux, il faut que je m'excuse auprès des spectateurs, parce que justement il était là. Il s'agit d'une union, mais une vraie union, pas un pacte, pas une alliance, pas une alliance de gestion, pas du tout. Mais il s'agit d'une liste. Le MIM souhaite avoir une liste commune dès le premier tour, et d'ailleurs M. Larcher, Eugène, qui était présent, est intervenu pour dire que c'est sa position à lui et qu'il est il est favorable à une liste d'emblée, compte tenu de la complexité
du système électoral pour l'Assemblée unique, et compte tenu du fait que la DSR est excessivement bien organisée. Votre avis? On commence par toi, monsieur. Est-ce qu'il est nécessaire, compte tenu de la technique? Les deux thèses se défendent. Les deux thèses se défendent, elles sont discutées d'ailleurs dans les formations. La thèse que tu dis, effectivement, prend en compte le mode de scrutin et le risque que on va se reproduire ce qui se produit à Fort-de-France lors des élections municipales, le fait qu'il n'y a plus l'obligation d'avoir un quart des électeurs pour être élus au premier tour, il suffit d'avoir la majorité absolue. Si, de l'autre côté, Ensemble pour Martinique Nouvelle arrive à faire, ce qui n'est pas dit, à faire un bloc, de voir le bloc Ensemble pour Martinique Nouvelle l'emporter dès le premier tour, s'il y a deux listes. Bon, ça c'est une première partie de la thèse. Deuxième thèse, c'est que il y a dans le courant dit Rassemblement démocratique martiniquais, il y a quand même des sensibilités politiques différentes. Et que en ayant deux listes, on peut mieux ratisser. Ratisser plus large. Ratisser plus large. Et à condition qu'il y ait un pacte. À condition qu'il y ait un pacte préalable. C'est-à-dire un pacte de non-agression. Un pacte de non-agression. Un pacte de mandature. Un contrat de mandature, etc. Contrat de mandature. Voilà. Et aussi prévoir un petit peu qui va être au second tour, qui va être sur la liste. Tout à fait. Tout prévoir à l'avance. Hein. Tout à fait. Eddie, excuse-moi. Ouais. On est là tenu par les contraintes du mode de scrutin. Ouais. Toutes les stratégies qui vont être mises en place ne tiennent pas compte du contenu, j'allais dire du contenu éditorial, du contenu politique, du programme, c'est pas la peine. C'est comme le mode de scrutin est très particulier et destructeur pour les petites listes, il faut des listes d'union. C'est clair, c'est pas la peine d'aller là avec 3-4 listes, c'est même pas la peine. Ok ? Déjà, il y a toute une série de barrières à franchir pour être au deuxième tour. Ouais. Ok ? Et puis, même quand on est passé au deuxième tour, il faut, pour avoir un siège... Est-il utile de les évoquer, les barrières, là, maintenant, ou bien je pense que c'est anecdotique? Oui, allons-y, il est bon de le rappeler quand même. Prenons un premier élément. Pour passer, déjà, pour qu'il y ait un deuxième tour, il faut absolument qu'il y ait plus de 2 listes. C'est évident. Oui. Ok ? Puisque c'est comme dans les municipales, comme il n'y a plus la barre de contrainte des 25%, comme tu viens de le dire, premier à qui arrive, il y a forcément 50% plus une voix. Donc, il a gagné. Donc, tout milite pour qu'il y ait plusieurs listes. Bon. Mais en même temps, pour franchir la barre, il faut obtenir 5% des suffrages exprimés. Ok. Derrière, pour être qualifié au deuxième tour, cette exigence sera facilement remplie, les 7%. Il y a des gens qui ne l'ont pas rempli aux élections régionales récentes. Ouais. Et puis des gens importants, le RDM. Ouais. Oui, mais, non, ils ont eu les 5%. Oui, non. Ils n'ont pas eu les 10%. Ils ont 10%. Pour aller au deuxième tour. Non, mais dans la conjoncture actuelle, c'est pas envisageable. Attention. Oui, d'accord, c'est attention. Dès qu'il y a rassemblement, il y a disparition de l'éparpillement des voix. C'est ça, il faut faire attention. Ouais. Donc, il y a ça. Pour avoir un siège au deuxième tour, il faut avoir obtenu 5% des suffrages exprimés. D'accord, ok. Donc, il peut y avoir des gens qualifiés pour le deuxième tour qui n'obtiennent pas de siège malgré tout. Donc, c'est des votes perdus. Donc, tout concourt à ce qu'il y ait alliance. S'il y a alliance, il y a vraie chance pour l'une ou l'autre des alliances, parce qu'il n'y aura pas plus de 2. Ouais. C'est ça qui est terrible, il n'y aura pas plus de 2 alliances. Il y aura bien évidemment toute une série de listes. Ouais. Chaque courant politique martiniquais va vouloir se tester, se peser. Mais il y aura a priori 2 listes. La problématique pour les RDM et pour le MIM, c'est que les 2 leaders puissent avoir envie de prendre le risque de s'unir après. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils envisagent plus Marie-Jeanne maintenant. Marie-Jeanne dit il faut que Lise vienne avec nous. Mais Lise, jusqu'à aujourd'hui, dit écoutez, moi j'ai une sensibilité qui est différente, même si je fais un pacte, je veux aller pouvoir mesurer. Parce que ça veut dire quoi? Et c'est ça qui est intéressant. Pourquoi il veut se mesurer? Pour savoir qui est-ce qui sera le président de l'Assemblée. Parce que
si les deux listes vont séparément et après elles fusionnent au deuxième tour, qui va être le chef? Celui qui aura recueilli le plus de voix au premier tour. Mais ils peuvent être raisonnables et se mettre d'accord aussi. Un est président de l'exécutif et l'autre est président de l'Assemblée. Quand on lit le texte, enfin j'en profite pour appeler tout le monde à... Enfin, je peux faire la pub pour le comité économique et social qui fait un colloque sur ça, justement. Qui fait un colloque avec des gens costauds, mercredi 11 et jeudi 12, donc semaine prochaine, à Madiana, de 8h à 13h. Là, les questions vont être déclinées de manière très précise. Je me suis bloqué pour ça. Parce que j'avoue que j'ai encore beaucoup d'interrogations sur la compréhension du mode de scrutin. Du mode de scrutin. Il est très particulier. Donc, c'est important de savoir, par exemple, que c'est gentil d'être président de l'Assemblée, c'est même gentil. Mais le vrai patron, c'est le président de l'exécutif. C'est lui qui met en œuvre une politique avec toute la distance qu'on peut avoir par rapport à ce qui a été décidé. Voilà, mais en même temps, il ne fait strictement rien de manière opérationnelle sans le patron de l'Assemblée. Parce que le patron de l'Assemblée peut multiplier les choses là. Parce qu'aujourd'hui, le patron de l'exécutif, c'est le patron de l'Assemblée. Dans les deux cas. Dans les deux cas, conseil général, conseil général. Tandis que là, il y aura... C'est-à-dire que si en bagaille faite, si en parole inutile passée, le patron de l'Assemblée peut très bien dire au patron de l'exécutif, ouais, moi, il n'y a pas les bons mais là, eh ben, bah, voilà, ça on les fait, il pas qu'à y passer. Mon pas qu'à y jeter, il a la possibilité de le rejeter. Il a une majorité, il peut le faire. Ce qu'on appelle le vote de défiance. Mais c'est un peu compliqué pour le mettre en place. Mais c'est possible. Avec l'alliance de l'opposition, c'est possible. Oui, c'est possible. Donc, aujourd'hui, c'est une vraie difficulté et ce qui est intéressant, c'est que cette fusion, quand les Martiniquais ont voté, ils ont pas vraiment eu probablement la sensation qu'on rentre dans la modernité, donc dans la complexité. Et puis, il faut dire aussi que ce n'est qu'après que la loi a été discutée, qu'il y a eu la fameuse commission ad hoc, et qu'on a adopté, ce qui est d'ailleurs le reproche principal des FMP, on a adopté un schéma qui était en fait celui de l'article 74, pour dire les choses. Un gouvernement, dans la pratique, oui. Avec des ministres. C'est Daniel Marissette qui a rédigé grosso modo l'articulation. Il l'a fait en pensant qu'ils allaient gagner, et cette histoire de gouvernement, un peu comme en Corse, avec, entre guillemets, un Premier ministre et 8 super ministres, et puis une assemblée de l'autre côté, c'est comme si c'était un pays. C'est une structure, gouvernementale. Oui. Tout ce qui manque, c'est le drapeau et puis l'armée. Et puis les compétences sont aussi... mettre des billets et puis sur le plan fiscal. Voilà, c'est ça. Les compétences, disons, à caractère législatif et réglementaire, encore que... C'est possible. Encore que, faut surveiller ce qui va se passer au niveau de la réforme des régions en France. Dans le programme socialiste, aux grandes dames de mes amis camarades communistes, il y a l'idée de donner un pouvoir réglementaire aux régions. Comme en Allemagne. Ce que refuse malheureusement le Front de gauche. Et même quelque part aux communautés d'agglomération aussi, un minimum, quoi, enfin un embryon. On dit deux mots des grèves, parce que quand même on ne peut pas avoir le service hospitalier qui est en grève, on ne peut pas un hôpital qui subit des barrages, un hôpital tout neuf, et puis une île bloquée, sans qu'on dise deux mots, mais très rapidement, globalement, philosophiquement, exprimez-vous sur ça si vous voulez. Moi, je crois que la santé et puis la circulation. Il n'y a pas que ça. Oui, il n'y a pas que ça. Mais bon, c'est récurrent, c'est historique, c'est dans les gènes, je veux dire. Mais un hôpital tout neuf. La problématique, elle est très simple. Bon, peut-être qu'on ne sera pas d'accord avec Michel, mais je ne suis pas sûr d'ailleurs. Je pense que le regard que nous devons avoir sur notre vie quotidienne, parce qu'il s'agit de ça, ok, doit être en relation avec notre environnement physique. On est sur une toute petite surface. On disait ça pour la presse. Tu te rappelles? On disait ça sur la presse en disant attention, on est sur une biosphère, tout est fragile. Toutes les décisions ont un impact particulier. C'est clair. Quand il y a une grève générale, légitime, motivée, etc., il faut que les gens sachent. Moi, je soutiens un certain nombre de mouvements sociaux parce qu'ils sont légitimes. Mais en toute connaissance de cause. Ça veut dire quoi en toute connaissance de cause? Ça veut dire que quand on bloque un pays, il faut savoir combien ça coûte. Ça coûte pas seulement à ceux qu'on bloque, ça coûte à tout le monde. Ça coûte, les études l'attestent, ça coûte directement par jour près de 250 millions d'euros. C'est tout. 250 millions d'euros. Alors, d'une manière ou d'une autre,
ils partent quoi, ils partent en fumée. Donc l'idée c'est de dire, quand on sait ce que ça coûte, est-ce que l'enjeu vaut la chandelle? Est-ce qu'on peut trouver d'autres solutions? Mais pas seulement de la part des ouvriers, des salariés, mais aussi des types qui, par leur intransigeance, par leur dilatoire, méconnaissance de la réalité. Prenons un exemple. Je ne vais pas citer de nom, mais je vois en télé un type qui vient de débarquer et qui dit la chose suivante. Bon, on l'interroge, il est de l'administration, et on lui dit, il parle à deux reprises dans l'interview de l'été. Il va pas refaire l'erreur parce que c'est un type très intelligent, mais c'est un signe. Ouais. Et en même temps, est-ce qu'il est normal dans le fonctionnement d'une institution comme ça que les syndicalistes puissent demander le départ d'un directeur ou le départ Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui... Moi, je pose la question. Hein, alors, a priori, je suis pour les syndicalistes, hein, a priori. Mais ce genre de demande, est-ce qu'on peut accepter ça dans une société policée, organisée Alors, on dit les choses très clairement. S'il n'était pas blanc, on n'aurait pas demandé son départ. C'est ça la réalité. Ouais. Ici, on a un rapport qui est au-delà du rapport. C'est pas nécessairement ça. Oui, mais bon, ça joue beaucoup. Comme on sait que la seule différence entre nous et ce type, c'est le 777 qu'il va prendre, eh bien on met le 777 sur la table. Ouais, et on pense que c'est une solution définitive. Non, c'est simplement une solution transitoire. Il sera remplacé. Ben oui. Parce qu'il applique une politique. Non, mais il vaut mieux faire avec, quoi. Sauf c'est qui il est. Je ne connais pas les reproches qui lui sont faits, sauf si effectivement ce responsable a commis des actes arbitraires. Auquel cas, nous sommes dans la fonction publique territoriale, il y a des voies de recours. Il y a des voies de recours à utiliser dans l'administration. Et qui marchent, d'ailleurs. Et qui marchent. Ouais. Si un type a déplacé, par exemple, a sanctionné arbitrairement un collaborateur, eh bien, il peut. Bon. Alors, maintenant, il y a aussi des comportements, parce que il y a quand même. Ça va être que le dernier mot. Il y a quand même des comportements qui peuvent, à un moment donné, et c'est parce que nous sommes en Martinique, qui peuvent être insupportables, sur notamment le métier. Même dans l'application de la loi, de la règle. Bon. C'est pourquoi j'ai pris la précaution, je ne sais pas exactement ce que lui reprocher. On aura pris beaucoup de précautions aujourd'hui. On ne sera pas attaqué en diffamation. On ne sera pas attaqué sur les réseaux sociaux et tout ça. On fait parler de nous, critiquer Majo, critiquer moi, parler de notre émission pour qu'on puisse la regarder de plus en plus. Et critiquer Michel Boissy aussi. Et critiquer Michel Boissy aussi, qui n'est pas assez communiste, qui n'est pas assez dur, qui n'est pas assez radical, qui ici arrive et puis tout, bisous nounou. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. À la semaine prochaine.